Et cette UFC numérotée 314 à Miami a commencé direct avec Cornol contre Cowan, donc la française, qu'on attendait du coup, qui déjà, a raté la pesée, donc ça partait mal. Certains avaient des doutes. À savoir quand même que contre Mullins, elle avait raté la pesée, elle avait fini par mettre un KO au deuxième round, donc je n'étais pas plus inquiet que ça. Par contre, ce qui était un peu étrange, c'est cette entrée des deux combattantes qui paraissaient toutes les deux stressées. Cornol même respirait fort, j'ai l'impression qu'elle avait vraiment conscience de l'événement et de l'enjeu. Le combat commence et ce travail du bras avant pour les deux combattantes. Il y a une phase de clinch parce que Cornol va au contact et je vais y revenir où elle se fait renverser, puis ensuite elle renverse intelligemment, je trouve. Par contre, elle rate, forcément, c'est amené au sol derrière avec ce whizzer et elle se retrouve donc dessous, mais elle réagit tout de suite avec une tentative de armbar. Une défense au sol qui je trouvais très sereine du côté de Nora Cornol, vraiment. Alors, on l'avait vu dans la preview, c'était le problème de ce match-up, c'est-à-dire que toutes les deux avaient une tellement bonne défense, que ce soit en lutte, mais surtout au sol, qu'il y avait peu de chances que celle qui soit à l'offensive parvienne à trouver quelque chose. On l'a vu, alors effectivement, Cowan, elle n'est pas en reste au sol, mais elle était incapable de progresser tellement Cornol se défendait très bien. Et donc, ensuite, elle renverse Cowan, mais elle n'arrive pas à trouver tout de suite la transition. Cowan très réactive. Elle le renverse encore une deuxième fois, Cornol, de manière très solide. Je trouve qu'elle a un très bon travail sur les hanches, les appuis, tout ça, c'est vraiment très bon. En plus, elle a une bonne exécution, un bon coaching. Je pense que Cornol, là, était vraiment... On la voyait à l'aise au sol et pas de problème sur ce premier round. Au niveau de l'inter-round, le coin, le conseil de rester debout, travailler sur les feintes, de vraiment défendre, les amener au sol. Cornol qui va au contact. Alors, Cornol va au contact, elle va dans la zone rouge, chercher des crochets. Ce striking que je trouvais très maladroit, parce qu'elle se jetait dessus, techniquement c'était pas top. Elle s'emporte, elle manque de self-control, j'ai l'impression, dans cette phase de pied-point, debout. Elle fonce dans le tas, j'ai l'impression que les appuis sont pas bons au niveau de ses frappes. Elle se repose vraiment beaucoup sur son Muay Thai là-dessus. Maintenant, il faut voir aussi ça en perspective, comme on l'a vu dans la preview. Pour ceux qui connaissent pas Cowan, c'est une excellente kickeuse. Elle est là pour envoyer des kicks, toutes sortes de kicks, une grande variété de kicks. À distance de kick, elle est vraiment dangereuse, je pense, pas forcément au niveau du KO power, mais du scoring. Elle va envoyer beaucoup de frappes, ça va être difficile de rentrer. Donc c'est une bonne chose en termes de stratégie que Cornol cherche à elle à faire valoir son Muay Thai, donc à être à courte distance. Donc c'était une bonne chose. Malheureusement, c'est vrai qu'au niveau de l'exécution, c'était pas très propre. Alors elle va contrer une amenée au sol de Cowan par une prise de dos. Et elle va finir donc avec un étranglement arrière très propre. Vraiment, elle a trouvé le timing où vraiment bien engagé, verrouillé directement. Très bonne exécution là encore. Alors par contre après, donc moi, la question que je me posais avant le combat, la veille, je me disais mais alors du coup Cornol, qu'est-ce qu'il y a quand même qu'est-ce qu'il y a devant elle si elle gagne? Eh bien pas top, parce qu'il y a Cavalcanti contre qui elle a perdu 2 fois déjà. Miesha Tate, alors je trouve que Miesha Tate risque d'avoir un meilleur sol que Cornol, c'est à voir, ça peut être très intéressant là-dessus. Mais on aura peut-être des réponses le 3 mai parce que Miesha va combattre. Ensuite, c'est encore plus dur. Là, c'est Santos. Et Santos, pour moi, il n'y a pas moyen parce que Santos elle a quand même beaucoup d'impact dans ses frappes. Elle a vraiment un arsenal qu'il faut pour maintenir la distance, contrairement à Cowan comme on a vu. Elle sait très bien maintenir la distance. On sait que c'est un problème. On l'a vu aussi contre Cavalcanti, que Cornol aura du mal contre ça. Et une très bonne défense en grappling. Ça peut quand même se jouer là-dessus, mais voilà, c'est quand même un très très gros défi Santos. Et au-dessus, alors là, on monte sur Carol Rosa, qui est prenable selon moi. Là, il y a des chances contre Carol Rosa. Là où Cornol fait un call-out, mais le call-out de Cornol, c'est Aileen Perez. Et je suis hype par ce match-up parce que j'adore Aileen Perez. Je sais qu'elle n'est pas aimée en France. Elle a un côté... son personnage, c'est un personnage de biatch, sauf qu'elle le maîtrise très bien son personnage, donc moi ça me va. C'est un combat dangereux pour Cornol, bien sûr. C'est un gros step-up. Là, il va falloir vraiment prendre l'adversaire très au sérieux. À voir comment ça va se travailler. Et heureusement, il n'y a pas eu de 3e round ici, donc on n'a pas eu vraiment de réponse sur le cardio de Cornol, si ça s'était amélioré ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas eu pas montré de faiblesse, mais voilà, j'ai l'impression que elle a tendance encore à s'emporter, que c'est pas très propre debout, donc pas serein non plus sur la place de Cornol dans le top 10 à l'heure actuelle. Ensuite, c'était Tulio contre Gore, Tulio qui était attendu. Gore qui est quand même celui qui avait le moins de combats pro sur la carte, on en avait parlé. Ça va être difficile pour lui, mais il arrive serein, quoi. Il arrive pour le show, comme un grand, comme une star. Il fait partie de l'ATT, si je dis pas de bêtises. Donc il se sent vraiment bien là dans Tulio. Tulio, c'était quand même
voir la suite, hein, après cette victoire contre Mathieu Duclos, cette victoire contre Potira. Il fait une entrée, lui, qui est de bonne humeur, il est serein, tranquillou. Et donc, Gore qui va se maintenir à box range. Et là, déjà, premier souci, je me demande qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi il est comme ça, assez statique, il bouge pas, très peu de mouvement, vraiment, hein, aucun mouvement, pas de mouvement de tête, de buste, de quoi que ce soit, aucune feinte, aucune frappe, il se maintient juste à box range. Donc Tulio, lui, ça fait ses affaires, il est tranquille, il envoie des jabs. Au moment où Gore se prépare pour absorber les jabs, il envoie des leg kicks. Au moment où Gore veut anticiper, Tulio envoie des jabs, donc ça se partait très bien pour Tulio. Ça énerve quand même un peu Gore, hein, parce que du coup il va envoyer des crochets assez énervés, mais qu'il rate. Tulio, lui, il rentre, il envoie ses combinaisons, il envoie ses jabs. Il est excellent debout, il montre de bonnes choses. Et on voit que Gore, de son côté, il n'a aucune maîtrise des distances et du in and out. Ça, c'était très flagrant sur ce match-up. En face, Tulio, mais quand je dis qu'il était excellent debout, les timings qui nous sortaient là, c'était de la dinguerie. Il était vif, excellente précision, vraiment très varié. L'arsenal qu'il a debout, c'est du très haut niveau. Et petit à petit, en plus c'était assez froid, hein, vraiment, c'était propre ce qu'il envoyait, c'était une propreté, ça m'avait, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse quelque chose d'aussi qualitatif. Et petit à petit, donc du coup, il va envoyer du volume, parce qu'en face, Gore, il n'y a pas grand-chose, hein, il va travailler sur ses crochets en contre, mais c'est un peu tout, quoi, et ça peut marcher, ça a marché une fois, d'accord, ça peut marcher, mais c'est tout ce qu'il fait. Gore qui encaisse trop, qui ne répond plus, à la fin du premier round. On voit Tulio qui va travailler aussi bien sur une anglaise qui était propre, un Muay Thai aussi qui était propre, un kickboxing qui était propre. Vraiment, il augmente de plus en plus la pression. Il a une intelligence pour vraiment deviner, anticiper, gérer et faire passer outre la défense de son adversaire. C'était incroyable. Il envoie des bons wheel kicks, il y en a un qui connecte bien. Vraiment impressionnant, c'était un statement incroyable du côté de Tulio sur ce premier round. À la fin du premier round, on voit Gore qui commence à faire des mouvements de buste. Je me dis, putain, il était temps quand même. Deuxième round qui commence. Gore, alors quelques leg kicks, hein, il cherche à envoyer des middle également. Tulio plus patient, il a déjà envoyé ce qu'il fallait au premier round, à voir comment il est géré le deuxième round. On voit qu'encore une fois, il va travailler sur son intelligence au niveau de la défense de son adversaire, pour la contrer, passer à côté de ça et pouvoir envoyer ses frappes. Il y arrive très bien. Il travaille sur l'esquive également des contres. On a vu que Gore travaillait sur ses contres, ses crochets notamment. Tulio s'adapte là-dessus. Il envoie des calves, des bons push kicks aussi. Tout un arsenal de kicks avec les middle, les spin kicks. Il envoie aussi un très nasty, hein, ce très sale, ce crochet du gauche là. Il frappe fort. Alors il annonce au micro après qu'il avait la main cassée du premier round, la main droite. À voir, en tout cas c'était vraiment impressionnant. Pour moi il a vraiment sa place, Tulio, dans le top 30 là de la KT. Voire peut-être plus. En tout cas son prochain adversaire, j'espère qu'il sera de ce niveau-là, niveau top 30. Impressionnant, vraiment impressionné par la performance de Tulio là. Gore, pas grand-chose à attendre de lui, je pense, malheureusement. Ensuite, on a eu Sumud d'ARJ contre Raposo. Sur la preview, au niveau des pronostics, je me dis que c'était très serré, que Raposo avait une carte à jouer. Ouais, Raposo était très excité et impatient, hein. On sentait qu'il a 26 ans, il est jeune, très envie d'être là. Sumud d'ARJ, de son côté, il est grand, il a une grande allonge, hein, il est gaucher. Et ça part de manière très mobile, Raposo. Hein, vraiment, toujours chercher à être derrière Sumud d'ARJ qui n'arrivait pas du tout à cadrer ni à couper les angles. Vraiment, il jouait beaucoup sur sa gestion de l'espace et des distances. Il rentrait, il remplissait la distance, il envoyait une combinaison, il ressortait. Vraiment de bons mouvements de tête aussi pour éviter les check hooks et tout ce genre de contre que pourrait lui envoyer Sumud d'ARJ sur ses entrées. Donc très intelligent. Sumud d'ARJ qui rentre quoi quelques leg kicks, un petit bras arrière. Raposo, lui, qui va rater un single leg. Il envoie ensuite, il se met devant, hein, puis quand Sumud d'ARJ va rentrer, il se baisse, il va chercher l'amener au sol. Mais voilà, le problème de Raposo, c'est qu'il va avoir aucun maintien au sol. Hein. Il l'amène au sol, mais ça ne mène à rien derrière. Sumud d'ARJ se relève toujours. Il n'y a aucun moment où il a eu des difficultés à se relever. C'est le gros problème ici. Deuxième round, la même chose. Hein, Sumud d'ARJ qui va travailler sur ses leg kicks pour casser les mouvements adverses. Un petit 1-2 en contre-entrée d'ailleurs, mais il reste toujours très statique, hein, Sumud d'ARJ avec Raposo qui tourne autour. Vraiment là, il n'y avait plus de propositions de part et d'autre, je trouve, des deux combattants. On en voit quand même un très bon crochet du gauche de Raposo pour contrer les leg kicks de Sumud d'ARJ. Petit à petit, il va travailler sur des feintes qui sont efficaces, hein, parce que du coup, Sumud d'ARJ finit par reculer. Et voilà, encore une fois, sur une erreur de Sumud d'ARJ, Raposo va encore chercher l'amener au sol.
c'est le même schéma que le premier round. On voit la même chose. Il amène au sol, mais Sumi-Darji se relève très bien. Il se relève toujours. Il y a une bonne défense de takedown, quoi qu'il en soit. Donc, Raposo, ça n'amène à rien ce deuxième round. On reste vraiment sur le même schéma que le premier round, avec un Raposo qui va chercher quelque chose. Il n'y a rien d'autre, rien de nouveau, mais voilà, Sumi-Darji qui propose rien du tout. Troisième round, alors, un peu plus serré celui-ci. Il y a d'un côté un très bon crochet du droit en contre de Raposo. On voit que Raposo est bon dans les escarmouches. Ça se rentre dedans, ça s'échange et puis ça ressort. Et là, le travail sur les esquives de Raposo est très bon. Il cherche, ça va être plusieurs reprises encore une fois, ce double leg, cette réaction d'aller changer de niveau, d'aller amener au sol, mais toujours aucun maintien au sol, toujours Sumi-Darji qui se relève, Raposo qui n'a pas de cardio qui baisse, toujours très mobile, toujours à travailler sur ses esquives, très solide, ses esquives vraiment très slick. C'était intelligent, en plus quand il rentrait, il inclinait bien la tête pour éviter ses contre-entrées de Sumi-Darji qui pourrait envoyer des crochets, des check hooks ou quoi que ce soit. Il esquivait très bien tout ça, même si Sumi-Darji voulait envoyer un jab pour le contrer, c'était pas possible, Raposo esquivait. Donc voilà, par contre on le voit au niveau de ses phases de lutte, c'est laborieux, c'est pas ça, Raposo. Ça n'amène pas à grand chose, de son côté Sumi-Darji qui s'en est sorti quand même avec un bon in-jab en fait au moment où Raposo changeait de déplacement, de ses déplacements, de sens de déplacement. Donc ça c'était bien, un bon jab au corps, mais vraiment c'est pas grand chose, et encore je suis gentil quand je dis ça. Quand il envoyait des crochets c'était trop, Raposo avait juste à se baisser pour les esquiver. Ces phases de clinch de Raposo qui étaient très longues et très laborieuses, Sumi-Darji en profitait pour envoyer des frappes, parfois même des coudes. Plus serré ce round-là, c'est vrai que comme Raposo ça n'amenait à rien ces phases de lutte et que pendant ce temps-là Sumi-Darji en profitait pour envoyer des petites frappes dessus. Je pourrais le scorer pour Sumi-Darji, c'était vraiment très serré. Ça me donnait un 29-28 si je suis gentil donc pour Raposo. Je vais pas non plus donner tous les rounds à Raposo et donc la décision tombe, c'est une split. Et là, grande surprise, en fait, la split est en faveur de Sumi-Darji. Alors je me dis, j'ai pas du tout, encore une fois, ça remet en cause ma façon de regarder les combats, de scorer les combats, parce que j'ai pas compris. Alors tout de suite, le public qui eut la décision, donc je me dis, bon, je suis pas le seul à avoir vu un Raposo quand même beaucoup plus présent, dominant, Sumi-Darji qui n'a quasiment rien proposé tout le combat. Quand je dis quasiment, c'est vraiment une ou deux choses dans tout le combat. Je me dis, mais comment c'est possible qu'il emporte là-dessus? Ok. Je regarde du coup les stats au niveau des frappes significatives qu'affiche l'UFC. Et là, je tombe des nues, je me dis, mais ils ont confondu les couleurs ou quoi, c'est pas possible. Et je pense que c'est tous ces petits leg kicks ou ces petits trucs là que Sumi-Darji a dû lancer comme ça pour s'occuper parce qu'il savait pas quoi faire, il faisait rien. Alors, je vais regarder les scorecards des médias. Les médias donnent carrément 30-27 pour Sumi-Darji. Alors je dis, bon, ok, je suis un gros nul, je sais pas regarder un combat, c'est définitif, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, certains donnent 29-28. Donc je ne sais pas. Écoutez, pour moi, Raposo a gagné les deux premiers rounds, c'est sûr, clair et net. À revoir, je verrai ça peut-être à tête reposée. Où est-ce que Sumi-Darji remporte le combat? Faut que je revoie ça. Ensuite, dernier combat de la carte de Early Prelim, là, c'était Dumas contre Oleksiejczuk. Donc Dumas qui était à domicile, puisqu'il est de Floride, il s'entraîne en Floride. Et Michal, lui qui est polonais, d'ailleurs il fait partie des 31 combattants, je savais pas qu'il y en avait 31 quand même combattants polonais à l'UFC, ils ont affiché ça là, les statistiques, mais wow, quand même ça fait beaucoup. Donc voilà, ça commence où ils sautillent tous les deux, Dumas qui rate un high kick, on voit du coup quelques push, quelques front kick, et qui se protège, il se couvre la tête sur les menaces que Michal peut envoyer. Michal, lui qui est Oleksiejczuk, qui est patient, qui se protège, qui ne recule pas, qui reste là. Du coup, Dumas va essayer d'envoyer, rentrer, envoyer un jab et ressortir, mais ça va dans la garde, bien sûr. Il arrête d'envoyer les pieds à la tête de Michal, ils envoient au corps. Ça marche, plus ou moins. Et là, comme la preview, on l'avait dit, c'est Michal qui a tendance à cadrer, commencer à mettre la pression et à acculer. Et en face, Dumas qui a tendance à se laisser acculer, et c'est exactement ce qui se passe, il se fait bien cadrer. Oleksiejczuk qui va en profiter pour petit à petit vraiment bien travailler sur son bras arrière, à l'aise dessus. Donc comme il est gaucher, donc c'est son bras gauche qui a envoyé en swing, puis en direct, puis ensuite il peut envoyer aussi bon crochet au corps de sa gauche, là comme ça, quand Dumas est tôt à la cage. Alors Dumas va essayer de sortir plus ou moins de là, mais c'est un peu difficile pour lui parce que c'est un peu un schéma qui se répète dans ses combats, et là on voit pas de nouveauté. Donc au bout d'un moment, Oleksiejczuk qui va connecter avec ce bras gauche sur une entrée de Dumas qui voulait ressortir de là. Et voilà, Michel qui va chercher le finish.
Dumas qui se plaint de l'arrêt trop tôt de l'arbitre, faut dire qu'il se protégeait, oui. Il tentait de se protéger au fur et à mesure des frappes que Michel envoyait en grand and pound, mais le problème c'est qu'il ne sortait pas du grand and pound. Donc au bout de quelques secondes, 10, 15, 20 secondes, au bout d'un moment, oui, forcément, tu fais rien, tu te fais que te faire taper, même si c'est dans la garde et que tu te protèges. Bon, je pense que c'était normal hein, que l'arbitre arrête. C'est pas super propre comme TKO, sachant que, comme je l'ai dit, Dumas peut-être encore des choses à apprendre. Peut-être qu'il va devoir sortir du roster pour faire ses armes un peu sur la scène régionale, travailler ce qu'il a travaillé. Et de son côté, le Polonais, bah là, il revient avec une victoire, avec une longue série de défaites où il devait sortir du roster. Je sais pas ce que l'UFC va faire de lui. Voilà, il va prendre ses contrats, il va prendre ses chèques, je sais pas ce qu'il va faire. On entame la carte préliminaire normale avec du coup ce Elkins contre Erosa. Aïe aïe aïe, Elkins contre Erosa. Elkins qui accuse son âge, on le voit dès son entrée. Ça va manquer de souplesse tout ça. Erosa, lui, son entrée, il est dans la musique, hein, il est dans sa musique, il vit à fond son truc. Bon, alors Elkins, du coup, qui va faire ce qu'il peut, quoi. Il va bien rentrer, en fait. Erosa, je sais pas si c'était sa stratégie de se dire, bon, on va laisser Elkins se fatiguer. On sait qu'il va fatiguer Elkins à partir du deuxième round, en général, c'est sûr. Donc, vraiment décontracté, un peu trop décontracté, Erosa, hein, vraiment, là, il était mou, il était complètement poreux, il n'y a pas de défense, comme si Elkins ne représentait vraiment aucun danger pour lui, c'était assez bizarre. Du coup, Elkins qui rentrait, qui pouvait rentrer avec son crochet du gauche, qui pouvait rentrer pour chercher une single leg d'ailleurs, qui va marteler un petit peu Erosa, mais bon, il se prend bien des bons kicks d'Erosa en défense dans la gueule. Quand il va chercher la lutte offensive à la relever, mais alors c'est à son tour de se faire marteler. Bon, ensuite ça va être plutôt un travail sur les overhands, alors overhand un peu mou, mais qui peut passer, hein, vu que Erosa n'a pas de défense en face, donc... Ensuite, il va envoyer son overhand pour cacher une tentative d'amener au sol. C'était un peu maladroit. Il y a un bon coup de genou d'Erosa à la rupture. Mais voilà, dès la moitié du premier round, déjà une fatigue du côté d'Elkins. Et là, c'est dur à voir, quoi. Il n'arrive plus à se relever vraiment. Il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Il continue avec ses overhands, mais il n'y a plus grand-chose. Et du coup, Erosa, à un moment, le collecte avec une gauche en contre-entrée. Et alors, ce qui est marrant, c'est Mike Beltram, l'arbitre, qui, au lieu de dire stop, au bout d'un moment, il préfère vraiment comme s'il avait défoncé une porte avec son épaule, comme ça, bam, il se jette comme ça pour dégager Rosa, alors qu'il avait juste à dire stop, tout le monde s'attendait à ce qu'il dise stop. Bon, voilà, juste pour faire un petit peu le show. Voilà, donc du coup, ce finish des Rosa au premier round, voilà, plus grand chose à attendre d'Elkins. Elkins, je pense qu'il va falloir arrêter, raccrocher les gants. Après, c'était Miller contre Hooper. Alors, Miller contre Hooper, donc... le plus âgé de la carte contre le plus jeune de la carte. Hooper qui présentait un meilleur physique quand même, je trouve déjà c'était un peu plus intéressant. Miller, on rappelle qu'il vient de Sparte dans le New Jersey. Et alors le premier round qui commence, très serré ce premier round, ça se cherche des deux côtés. Alors Hooper comprend vite qu'il faut envoyer des front kicks pour repousser Miller qui va chercher à avancer de face la plupart du temps. Mais voilà, dès que Hooper va envoyer quelque chose, Miller va répondre avec des crochets en contre. Une bonne gauche aussi en contre, mais dès que Hooper, lui, va chercher à lutter, Miller va avoir le réflexe, en général, pendant tout le combat, de tenter des guillotines pour le calmer. Pas trop de finesse au sol du côté de Miller. Des tentatives de grand and pound au niveau du sol offensif. Hooper qui, lui, se retrouve sur le dos et qui, s'en sort plutôt bien. Il fait sa petite démonstration, comme d'habitude, on l'attendait là-dessus. Hooper, avec des transitions, renversements, des menaces. Il prend le sac à dos. On passe au deuxième round. Alors, le coin de Miller lui prévient attention au triangle quand même. Mais Miller continue son travail. Comme je l'avais dit, il rentre, il frappe, il envoie plusieurs frappes, puis ensuite il va ressortir. Les deux combattants généralement se dégagent à ce moment-là. Donc il fait ce travail-là, comme on l'a vu dans ses combats précédents. Miller qui se fait amener au sol quand il est acculé. C'est marrant de voir Miller acculé comme ça. Par contre, voilà, comme on l'a vu dans la preview, excellente défense en grappling de la part de Miller. Donc c'est très difficile pour Hooper vraiment de travailler. Pas grand-chose, il reste tentative. Il prend le dos et longtemps, il cherche à envoyer des... Alors il alterne bien évidemment ses frappes avec les tentatives d'étranglement arrière. Mais voilà, c'est très difficile. On voit à la fin que Miller, quand il se relève, il commence à fatiguer. Mais on voit quand même toujours une bonne gauche, il n'y a pas à dire. On arrive au troisième round, Miller est beaucoup plus statique et on a une redite un petit peu du côté de Hooper. On voit quand même envoyer un bon check hook. Il s'acharne vraiment à lutter, Hooper. Il sait que c'est de toute façon la clé de sa réussite dans les combats. Mais voilà, il remporte quand même encore pour moi ce troisième round. Il remporte le deuxième round. Le premier round était très serré. Et voilà, il n'y a pas trop d'action du côté de Miller. À un moment, ça reste vraiment
très laborieux au sol. L'arbitre ne fait pas un reset, ne demande pas aux combattants de se relever. Donc ça reste comme ça. Voilà, j'ai trouvé Hooper, là, sur ce combat, moi qui adore le voir au sol, un peu plus décevant. Alors, peut-être que j'attends trop désormais de Hooper, bien évidemment. Mais voilà, j'ai trouvé un peu fatigué, décevant. Même lui, mais à la fin, là, l'interview, on sentait qu'il n'était pas satisfait. Alors, il call out, bien sûr, d'autres adversaires plus jeunes. J'ai du mal à comprendre avec son accent vraiment qu'il avait annoncé. Mais voilà, j'étais un peu déçu du Hooper là, que j'ai vu. Vraiment très content de voir un Miller encore faire preuve d'un énorme travail sur son sol défensif. Mais voilà, peut-être que Miller, ça commence à faire un peu trop. Ensuite, on passe sur un Yan Xiaonan contre Jean Diroba. Bien sûr, vous savez, j'attendais ce combat. Pour moi, on est dans le haut du classement chez Strawweight. Et là, on a vu d'ailleurs, là on voit la différence, un meilleur sol. Je trouve que là, le jeu au sol qui nous a été proposé sur ce combat était beaucoup plus intéressant. Yan Xiaonan qui fait une entrée déterminée, mais un peu stressée. Jean Diroba, la brésilienne, bien évidemment, elle toujours sûre d'elle. On voit quand elle arrive dans la cage, elle est toujours sûre d'elle. Là, elle était même surexcitée. Elle sautait un petit peu quand elle s'avançait vers la cage, souriante, fière, voilà pour la présentation. Et donc, c'était très intéressant ici. Pourquoi ? Parce que, alors, certes, debout, c'était pas vraiment top. Je vais pas vous mentir. Il y a eu un travail sur la distance de Jean Diroba. Yan Xiaonan qui n'arrivait pas à chercher des jabs au corps, ce genre de choses. Il ne trouvait pas grand-chose, même sur ses crochets. Et voilà, dès que Jean Diroba a engagé la lutte, Yan Xiaonan n'était pas en reste. J'étais vraiment surpris de... C'est énorme le travail qu'elle a fait en défense au sol. Là, il y avait vraiment du très haut niveau parce que Jean Diroba c'est une énorme menace, on le voit encore là. Et donc ça s'est déroulé comme ça, plus ou moins sur les 3 rounds. Il faut juste noter que je trouve qu'au 3e round, vraiment, Yan Xiaonan avait une posture défensive par rapport à ses risques de lutte d'amener au sol. Vraiment le buste bien en avant, bonne distance, mais du coup elle pouvait pas trop travailler son striking, et dès qu'elle se mettait à travailler son striking, forcément s'ouvrait la brèche à des tentatives d'amener au sol Jean Diroba. Mais voilà, sinon ça s'est pas mal déroulé au sol. Excellent, je vous conseille de voir ce combat pour le sol là des 2 combattantes. Et ce qui est marrant, c'est de voir qu'à la fin, Jean Diroba, je sais pas si c'était vraiment tout à la fin, mais en tout cas au 3e round, elle a l'air vraiment heureuse d'avoir une adversaire de si haut niveau en fait en face d'elle au sol, qui lui donne du fil à retordre. On sent qu'elle aime ce challenge, la compétition. Elle se dit, wow, elle se laisse pas faire. Beaucoup de tentatives de armbar, et Yan Xiaonan qui ne capitule jamais, qui jamais va quit, qui jamais va taper. Elle va vraiment toujours avoir des réponses à toutes les menaces que Jean Diroba va amener, et c'était vraiment très intéressant, très impressionnant à voir de la part de Yan Xiaonan. Je pense qu'elle a vraiment step up. Je trouve que certes, elle va pas représenter une menace au sol pour ses adversaires elle-même, mais en tout cas, elle peut absorber toutes les menaces au sol. Elle arrive très bien à s'en sortir. Là, il n'y a plus aucun doute dessus. Donc vraiment, peut-être pas non plus délaisser le striking debout. Il va falloir vraiment aussi qu'elle reprenne certaines choses debout. Mais en tout cas, c'était vraiment impressionnant. Ceci dit, elle perd quand même le combat largement, parce que Jean Diroba est vraiment à l'offensive pendant tout le combat. Majoritairement, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté là-dessus, pas d'équivoque. Donc voilà, c'est marrant de voir Jean Diroba qui est vraiment satisfait d'avoir une adversaire de si haut niveau, et à qui se mesurer et tout. Ça me fait rire, j'aime bien ce genre de mentalité. Donc voilà, Jean Diroba qui remporte ce combat à la décision unanime, donc 30-27 je crois. Ige contre Woodson derrière, donc on est chez Featherweight, beaucoup de Featherweight, on l'avait dit à la preview sur cette carte. Alors Ige contre Woodson, que dire. Alors comme moi j'ai dit dans la preview, la moustache de Ige, c'est vrai que ça me fait bizarre maintenant de le voir avec une moustache comme ça. On le savait de toute façon, Woodson, très grand segment, il est grand en plus, et là dans la cage ça se voyait tout, c'est-à-dire que pendant 15 minutes je me dis mais c'est vrai qu'Ige paraît tout petit face à Woodson qui paraît super grand, un écart de taille entre les deux. Et Woodson qui travaille très bien de son allonge. Alors comme j'avais dit, donc Woodson va travailler sur sa gestuelle un peu atypique, avec des frappes un peu atypiques, jamais des vraies frappes, on sait jamais ce qu'il a vraiment frappé. Donc là on l'a vu, je trouve qu'une fois qu'on a l'œil, on voit quand est-ce qu'il est vraiment réellement sur ses appuis dangereux, sur la façon dont il va amener ses crochets. Donc là, bonne lecture de la part d'Ige en général, il maintenait quand même bien la distance, et c'est Ige qui allait rompre la distance, mais attention, Woodson travaillait très bien à distance de kick, on l'a vu toujours sur ses calf kicks, on l'a vu toujours sur ses jabs. Les jabs ont vraiment fait beaucoup de mal à Ige, je pense, ça s'est pas forcément vu sur son visage, mais en tout cas on le voyait que ça touchait pas mal du côté de Woodson là-dessus. Mais Ige arrivait très bien à s'en sortir, notamment sur sa gestion de l'espace dans la cage, sur ses entrées, ses ressorties. Et on arrivait petit à petit à avoir un Ige qui mettait la pression sur Woodson. Un Woodson qui se trouve acculé, qui avait du mal à sortir de là.
Donc très intéressant, même le coin de Higuet. Alors Woodson, au niveau du scoring, remportait le premier round sur des frappes significatives parce qu'il y a toujours ces histoires de leg kick qui font l'affaire. Mais deuxième round très serré, parti pour Higuet. Donc troisième round, ça se jouait là-dessus. Et le coin de Higuet lui conseille vraiment de mettre la pression, d'arrêter de chercher à lutter, parce que des fois Higuet il cherchait à lutter contre la cage. Ça n'a aucun sens. Woodson est tellement grand, avec tellement grand segment, Higuet est impossible de travailler de toute façon pour une amener au sol ou pour quoi que ce soit. C'était très laborieux. C'était inutile, quoi. De toute façon, chercher à lutter, ça pouvait ne mener qu'à rien du tout. Et du coup, Higuet qui met la pression au troisième round, debout, il va attaquer, et à un moment, il connecte sur... vous voyez, Woodson, comme on l'a vu dans ses combats précédents, de toute façon, cherchait à varier un peu au niveau de ses frappes, à ramener un uppercut, soit tout seul, soit pour contrer une entrée adverse, soit dans ses combinaisons. Là, c'était cet uppercut qui passe à côté de Higuet, pendant que Higuet, lui, forcément, quand il frappe, il esquive un peu ce genre de choses. Comme je l'avais dit dans la preview, Higuet, c'est pas un débutant, il a beaucoup d'expérience debout, il a vu beaucoup d'adversaires. Et comme je l'avais dit également dans la preview, il y a un écart entre certains combattants qui ont assez bonne lecture, qui sont assez avertis, et quand ils voient que Woodson, ce qu'il fait debout au niveau de ses feintes et tout, ça ne sert à rien, qu'il faut savoir vraiment lire son adversaire, beaucoup arrivent à le lire au bout de la moitié du premier round, et après ça passe. C'est pour ça que le coup de Padilla la dernière fois contre Woodson, là, j'ai pas compris ce qu'il a fait, il n'était pas du tout préparé, il a fait n'importe quoi. Là, on a vu effectivement qu'un adversaire aguerri, qui a vraiment l'expérience comme Higuet, il n'y a pas de difficulté là-dessus. C'est dur de gérer quelqu'un qui a une telle allonge et qui s'en sert très bien, ça c'est sûr. Mais par contre, on ne se fait pas avoir par certaines choses. Il y a des bases, notamment sur les esquives, sur la façon d'attaquer son adversaire, de rentrer. Higuet, il les a. Donc là, ça posait pas de souci. On l'a vu tout de suite sur cette frappe-là de cet overhand du gauche, je crois qu'il envoie, qui va sonner Woodson. Woodson qui est complètement sonné. Du coup, il titube. Higuet qui va enchaîner, qui va chercher à le finir sur ce troisième round. C'est Woodson contre la cage qui essaie de se protéger, mais Higuet, il est intelligent, il va frapper derrière la garde, il va frapper au corps, il va frapper à l'intérieur. Donc Woodson qui finit par se retrouver les genoux au sol, à s'agripper à Higuet, Higuet qui va le marteler, et Woodson qui, au moment de se relever, se fait arrêter par l'arbitre. Alors les gens parlent d'un early stoppage, en fait c'est... D'un côté, je suis d'accord, d'un côté, je suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord sur le fait que ce puisse être un early stoppage parce qu'il était en train de se relever. Mais bon, ça se faisait quand même 20-30 secondes qu'il se faisait bien tabasser, mais il n'était pas immobile à rien faire et tout machin. Il faisait quand même quelque chose, et justement, là, il allait se relever. Higuet, pour peu qu'il recule d'un pas, Woodson pourrait l'attendre avec un genou au moment où Higuet va de nouveau rentrer pour le finir. Il aurait pu se passer quelque chose de la part de Woodson, mais c'est vrai que sur les probabilités que ce soit par la suite à l'avantage de Woodson et non pas d'Higuet, j'avoue que moi je voyais de toute façon Higuet bien le finir et je voyais pas du tout Woodson reprendre les esprits après ça. Donc oui et non. En tout cas, voilà, c'est une victoire pour Higuet par TKO. Je suis pas étonné de la tournure qui a pris le combat. Je m'attendais à ce que Higuet quand même arrive plus facilement à... Je sais pas pourquoi il ne voulait pas faire vraiment des assauts prolongés, travailler sur des longues combinaisons où il pouvait varier les frappes et ce genre de choses. Peut-être qu'il avait peur qu'effectivement Woodson, on l'a vu déjà faire, attrape la nuque de son adversaire pour envoyer des coups de genoux. Peut-être qu'il craignait ça, donc il préférait envoyer 2-3 frappes. En général, c'est 3 frappes, mais pas plus, et ressortir. Peut-être que c'était à cause de ça. Woodson, effectivement, comme je le dis, Woodson, pour moi, le top 15, c'est un peu trop haut pour lui. Il a un style qui est très intéressant, très atypique, et du coup, assure un petit peu de changement, en fait, dans la cage, qui est toujours un peu plaisant à voir. Mais par contre, voilà. Et Higuet, de son côté, c'est chaud quand même aussi pour lui, parce que toujours la question, il est très bien dans le top 15, mais dans le top 10, c'est difficile. On le voit, il arrive très bien à faire ce gatekeeper, empêcher les autres adversaires de monter. Bon, voilà, je sais pas quoi attendre pour la suite. Alors concernant... ah oui, c'est vrai, concernant tout ça, qu'est-ce qu'on a eu donc sur cette soirée? Alors, comme je disais, effectivement, je reviens un peu dessus, mais Cornol, le call-out sur Perez, c'est vrai que Perez, pourquoi elle irait chercher derrière elle, en fait? Je vois pas pourquoi elle regarderait derrière elle. Perez, elle est sur une bonne série. Elle fait... ouais, je pense pas que Perez accepte de combattre Cornol, même si, effectivement, elle est pas bookée. Sumut d'énergie contre Raposo, oui, c'est vrai, peut-être que Raposo, j'exagère, peut-être qu'en fait, il faisait que brasser du vent, et que Sumut d'énergie a fait le strict minimum, que ça va suffire. Bon, moi, je vois pas. Peut-être que je suis biaisé par le fait que je trouve que Sumut d'énergie n'a pas le calibre UFC. Au niveau du récap des prédictions et du challenge, alors je vais regarder ça vite fait, je dois l'avoir quelque part sous les yeux. Au niveau des prédictions, c'est pas mal, je crois que c'est à 11 sur 13 ou quelque chose comme ça. Les prédictions, alors les prédictions, ça donne quoi? Cornol, ouais, Tulio, ouais, Raposo, du coup non.
Erosa Way, Olexechuk, Michel, voilà, qui l'emporte, même si j'étais pas vraiment sûr. Je m'attendais vraiment à mieux de la part de Dumas. Vraiment, là, je pense que ouais, c'est pas possible de continuer. Hooper qui l'emporte, et Jean Diroba, c'était sûr, Higuet aussi. Donc voilà, ensuite Krylov qui perd au premier round. Rodriguez qui emporte, Silva, deuxième round, hein, ça j'avais dit. Pimblet aussi, et Volkanovski aussi, donc c'est ça. Donc ça me fait 2 qui sont pas passés sur les 13 combats, hein, c'est pas mal. 13 combats, donc ça fait 11 sur 13, c'est ça. Et au niveau du challenge, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, avant de parler du challenge, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai qu'à un moment, pendant les prélims, il y a eu cette annonce du TUF, qui commencera le 27 mai. L'équipe Cormier contre l'équipe Sonnen. Bon déjà, je l'attends pas trop, je suis pas trop impatient. Mais bon, j'en parlerai quand même dans un prochain podcast, je pense. Et le challenge, je sais pas si je vais d'ailleurs continuer avec les challenges. Bon là, il s'est très bien passé, hein. Jean-Di Roba est passé, Rodriguez passé, Silva aussi, Silva deuxième round c'est passé. Raposo non, et Higuet oui. Donc voilà. Ensuite, super carte. Là, je suis en train de préparer la carte preview de Kansas City. Vraiment, ça promet de très belles choses. On est vraiment gâtés en ce moment, je trouve. Donc voilà, on se retrouve très bientôt.